Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Morel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes député européen, membre du Parti socialiste. On va commencer par parler de la SNCF puisque la loi est votée cet après-midi au Sénat. Finalement, après toutes ces grèves, toutes ces manifestations, est-ce que vous y voyez là l'échec de la mobilisation ? Je ne dirais pas ça, parce qu'en effet, il y a eu une mobilisation très importante, une grève qui dure depuis longtemps, et à la fois pour les usagers et pour les salariés de la SNCF, ça a été une grève dure. Il y a eu quand même des acquis de cette lutte sociale. Il ne faut pas laisser à penser aux gens que, parce que ça va être voté au Sénat cet après-midi, rien n'a été obtenu. Il y a des choses qui ont été obtenues. Évidemment, la reprise de la dette en partie, par l'État, ça c'est quand même un acquis de la lutte, un certain nombre de garanties, même si le gouvernement a maintenu son projet, qui est un projet néfaste, sur la transformation juridique de la SNCF en établissement public commercial. Ce qui reste en suspens et ce qui pose problème, c'est évidemment le statut des cheminots. Oui. Parce que comment faire comprendre aux gens que le statut des cheminots a une quelconque influence sur la dette? C'est ce que le gouvernement a essayé de faire pendant des mois. Tous les experts nous expliquent que ce n'est pas vrai, mais ils persistent dans leur erreur. Donc en tout cas, c'est un mouvement social qui a quand même débouché sur un certain nombre d'acquis. Ce n'est pas suffisant. J'espère qu'au Sénat, cet après-midi, les socialistes le diront d'une voix forte. Vous pensez qu'ils vont s'opposer au texte ? Écoutez, je l'espère, parce que j'entends... en ce moment, il y a la réunion de groupe, donc oui. Je ne peux pas connaître le résultat. J'entends que certains pensent s'abstenir. Franchement, c'est une non-position politique. Compte tenu de l'enjeu et de la confrontation qu'il y a avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, il faut évidemment voter contre. Vous avez participé à cette mobilisation, aux manifestations. Globalement, qu'est-ce que vous retenez comme bilan après ces nombreux mois ? On a l'impression quand même qu'avec Emmanuel Macron, malgré les contestations, tout passe. Il y a un rouleau compresseur libéral. Voilà, il y a une frénésie de réformes qui visent toutes à la même chose, c'est remettre en cause notre modèle social. En gros, pour simplifier, le modèle social hérité de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez très méticuleusement, très méthodiquement, un gouvernement qui s'attaque à tous les acquis sociaux qui sont issus de cette période. L'assurance chômage, l'assurance maladie, demain les retraites, vous avez vu qu'il lance un projet, les services publics, avec notamment la SNCF, mais pas seulement. On parle très peu de ce qui est en train de se passer, de la vague de privatisation qui arrive, notamment avec la privatisation d'Aéroports de Paris, qui est une catastrophe en termes d'aménagement du territoire et qui constitue une forme de braderie du patrimoine national. Et donc, le gouvernement est décidé à frapper fort, à frapper vite et à frapper tous azimuts. Ouais. Et évidemment, ça donne un peu le tournis, ce qui fait que c'est difficile d'organiser des luttes qui progressivement convergent. Mais quand même, moi, ce que je retiens des manifestations auxquelles j'ai participé, je les ai toutes faites, c'est des gens qui commencent à prendre conscience de l'immense arnaque qu'a été le macronisme. On nous avait dit ça sera et de droite et de gauche, on va à la fois libérer et protéger, et on se rend compte que c'est une politique qui est pire que celle qui avait été menée par Nicolas Sarkozy. C'est ça dont on parle. C'est, je crois, depuis des décennies, une des politiques les plus dures envers le monde du travail. On a vu des images un peu particulières dans les manifestations. Olivier Faure, qui est le nouveau premier secrétaire de votre parti, le Parti socialiste, qui était malmené par les manifestants. Comment est-ce que vous expliquez cette violence à l'égard de votre parti ? D'abord, on a quand même un passif. C'est qu'on a été 5 ans au gouvernement, il y a des choses qui ont été faites qui étaient bien, mais enfin il y a aussi des choses qui ont été largement contestées. Et je pense notamment à la fin du quinquennat, avec la loi El Khomri qui avait suscité beaucoup d'émoi, à juste titre, dans l'opinion. Et donc ça, évidemment, les gens n'ont pas oublié. Et c'est normal. Après, moi je trouve ça bien que le PS aille dans les manifestations, soit présent aux côtés du mouvement social, parce que c'est notre place. On est un parti d'opposition parlementaire, mais on est aussi un parti qui construit un rapport de force avec les autres organisations de gauche, mais aussi les organisations syndicales. Donc c'est notre place. Olivier Faure, il a au moins le courage d'y aller. Ça, faut pas... Après, je pense que ce que les gens nous reprochent aussi, et ça, il n'est pas exempt de tout reproche, c'est l'absence de clarté de nos positions.
À force de dire on n'est ni Macron, ni Mélenchon, on n'est ni ceci, ni cela, les gens ne comprennent pas où on est. Ouais. Moi, j'avais toujours dit, mais c'était le cas pendant le Congrès, c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il fallait qu'on ait une ligne claire d'opposition frontale avec des propositions qui s'inscrivent dans la tradition de la gauche républicaine. Ce n'est pas aujourd'hui suffisamment le cas. Vous êtes au Parti socialiste, mais vous êtes aussi assez proche de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas de certaines de ses idées. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait davantage de convergence entre les partis de la gauche, avec le PCF, la France Insoumise, Génération, Europe Écologie Les Verts? Bien sûr. Moi, je passe mon temps à dire rien de ce qui est à gauche ne nous est étranger, mais surtout, il faut voir ce qu'on a en face. En face, on a quand même un gouvernement qui, comme vous l'avez dit, déroule, attaque tous azimuts. Il faut faire front. Il faut s'opposer, et pour s'opposer, il faut être unis. Parce que franchement, le spectacle d'une gauche balkanisée, émiettée, avec en plus beaucoup d'ego, ça ne fait pas tellement envie aux Français. Les Français, ils ont envie d'une gauche résolue, qui se rassemble et qui frappe ensemble et qui aille dans la même direction. Jeudi soir, il y a un colloque organisé par la Fondation Jean Jaurès en présence de François Hollande sur le thème du bilan de son quinquennat. Est-ce que vous y participerez? Non. Non. Pour quelle raison? D'abord parce que je ne peux pas, j'ai des obligations aux politiques. Et puis ensuite, j'ai lu le livre de François Hollande, ça m'a suffi. Un grand succès de librairie. Oui, enfin comme le livre de Sarkozy avait été un grand succès de librairie, c'est pas pour autant qu'il y avait une sorte d'attente des Français qui voulaient que Sarkozy revienne. De la même façon, je pense que le livre de François Hollande recueille un succès incontestable. C'est pas pour autant qu'il y a un besoin ou une envie de François Hollande dans le pays. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est la concrétisation d'un bon vieux proverbe qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, à longueur de page, il nous explique qu'il a été un président efficace, courageux, avec des actions couronnées de succès. C'est bien qu'il en soit convaincu. Parfois, ça frise quand même un peu le déni. Vous voyez, quand il dit sur El Khomri ou la déchéance, c'est un problème de méthode ou de calendrier, je crois qu'elle c'était beaucoup plus profond. Et est-ce que cette omniprésence médiatique de l'ancien président de la République peut être encombrante pour le Parti socialiste et pour Olivier Faure, par exemple? Peut-être le ressent-il comme cela. Moi, je crois pas, parce que je pense que les socialistes, en tout cas une bonne partie des socialistes, comme une bonne partie des électeurs socialistes, ont tourné la page. Donc François Hollande, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis après tout, c'est totalement légitime qu'il ait envie de défendre son propre bilan, puisque peu de gens le font pour lui. Ça, on peut le reconnaître. Donc, mais pour autant, je ne crois pas que ça doive se traduire par un retour en politique de François Hollande. Très bien. On va parler un petit peu des européennes, puisque vous êtes député européen. Samedi, le PS lance un conseil national pour organiser ces élections. Alors, on voit dans les sondages que les intentions de vote pour le PS sont très faibles, même en deçà de celles pour Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce que vous pensez qu'une liste PS peut l'emporter, peut obtenir un score suffisant aux européennes? L'emporter, je ne sais pas. Mais on en revient toujours à la même chose. Je pense que d'abord, il faut que la ligne du PS, elle soit claire, elle soit lisible, elle soit compréhensible. Et ça suppose d'abord de poser un diagnostic sur l'Europe qui ne soit pas une énième analyse convenue sur l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est notre avenir, et puis maintenant l'Europe sociale. Non, l'Europe est traversée par des crises profondes. Enfin, je veux dire, crise de l'euro, le Brexit, crise des réfugiés, aujourd'hui une crise politique très grave, avec notamment ce qui se passe en Italie. Si on n'est pas capable d'analyser à la fois les raisons qui amènent l'Europe à cette situation et d'en appeler à des ruptures fortes avec la façon dont l'Europe fonctionne, alors on n'y arrivera pas. Et moi, je suis pour des ruptures fortes par rapport au fonctionnement de l'Union européenne, par rapport aux politiques qui sont menées, et aussi avec un rapport de force dur avec la droite allemande, qui aujourd'hui impose son agenda, impose sa conception de la vie économique et financière, et qui amène l'Europe à de graves déconvenues. On a du mal à imaginer quelle sera la stratégie et le positionnement d'un PS entre un Emmanuel Macron très europhile et un Jean-Luc Mélenchon, des forces plus eurosceptiques de l'autre côté. Mais moi je pense qu'il ne faut pas sans arrêt se définir par rapport aux uns ou aux autres. Partons d'une chose, les socialistes, ils sont européens de cœur et de raison. De cœur parce qu'ils ont toujours pensé que c'était le prolongement de leur internationalisme, et de raison parce qu'ils pensent que l'Union est l'échelle pertinente pour régler les problèmes posés par la globalisation financière. Mais après, il faut aussi qu'ils soient lucides. Or moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est lucide sur le bilan de l'Europe, lucide sur les préconisations. Il faut un rapport de force très dur avec la droite au niveau du Parlement, il faut un rapport de force très dur par rapport à l'Allemagne, j'en parlais
parlais tout à l'heure. Et puis il faut aussi des mesures concrètes pour relancer l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas des zinzins institutionnels, c'est des choses concrètes. Un plan de relance digne de ce nom, par exemple, qu'on mette la pression pour l'harmonisation fiscale, qui tarde à venir, que sur l'harmonisation sociale, on soit un peu ambitieux, qu'on propose par exemple un salaire minimum européen, comme on l'avait fait jadis pour la monnaie. Bref, il faut qu'on soit capable de donner des raisons concrètes d'espérer dans l'Europe. Est-ce que Pierre Moscovici peut incarner justement cette espérance pour l'Europe ? Son nom circule beaucoup pour être tête de liste. Oui, son nom circule. Moi, je le connais bien, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, on travaille très bien ensemble, puisqu'il est commissaire et moi député, et on travaille sur les mêmes sujets. Après, je pense qu'il y a un problème avec la candidature de Pierre Moscovici, c'est que c'est le sortant de la Commission. Et qu'il donnera quand même... il sera une cible facile pour tous ceux qui diront, et Macron y compris, le sortant, c'est pas moi, c'est lui, puisque c'est lui qui assume le bilan d'une commission Juncker qui était quand même pas très bon. Donc, je pense que c'est une candidature qui présente un certain nombre de désavantages. Donc pas forcément le meilleur des candidats pour la liste PS. Non, mais ce qui compte d'abord, c'est qu'on fixe une ligne qui soit claire. Vous pourriez être candidat, vous, à votre succession ? Oui, tout à fait. Oui. C'est possible, c'est une hypothèse que je n'exclus pas. Très bien. Est-ce que vous pensez que le PS peut se présenter seul à ces élections ? Où en sont les discussions, par exemple, avec le parti de Benoît Hamon ou avec les écologistes ? Mais moi, de la même façon que je vous disais tout à l'heure que le spectacle d'une gauche émiettée, balkanisée, décourageait un peu le peuple de gauche, de la même façon, je pense que dans des élections comme les européennes ou les municipales, il faut que la gauche affiche un front uni. Parce que l'enjeu, c'est quoi ? Bien sûr, c'est réorienter l'Europe, mais enfin, c'est aussi sanctionner Macron après 2 ans d'exercice du pouvoir, parce que ça sera le cas lors des européennes. Vous pensez que ce sera une sanction contre Macron ? En tout cas, il faut que ça soit aussi une sanction, y compris par rapport à son inaction en matière européenne, parce qu'il y a beaucoup de paroles, mais il y a très peu d'actes. Pour ça, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Donc moi, je plaide pour une liste d'union la plus large possible, afin qu'elle arrive en tête et que ça envoie un signal politique aux électeurs, aux électrices et aux électeurs. Une dernière question avant de passer aux questions de nos internautes. Vous lancez votre club politique. Luc Carvounas avait annoncé ici même qu'il allait également lancer son propre mouvement. Concrètement, à quoi ça va servir ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je veux fédérer une gauche républicaine qui est un peu orpheline. Or, je crois que c'est très important de remettre la République au cœur de l'identité politique de la gauche, qu'elle soit antilibérale, qu'elle soit écologique. Et puis, je veux jouer un rôle de passerelle aussi avec toutes les forces de gauche dont on parlait, parce que c'est très important, pas seulement de discuter, mais d'élaborer ensemble des textes, des politiques communes pour préparer 2022. Parce que moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est aussi de reprendre le pouvoir pour transformer la société. Oui, une force d'alternance. Aujourd'hui, ça n'apparaît pas évident, c'est à nous de le construire. Donc c'est contribuer à ça. Et puis enfin, il y a tout un travail de rénovation doctrinale. Aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de gens n'identifient plus le socialisme comme c'était le cas avant. C'est à nous aussi de remettre un certain nombre de bases, de textes fondateurs. Une nouvelle identité politique. Oui, tout à fait. Et c'est en ça que ce mouvement y contribuera. Merci beaucoup, Emmanuel Morel. On passe désormais à vos questions avec Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Emmanuel Morel. J'avais une première question de Gilles Nivette qui nous dit quels sont les projets de la gauche, enfin du Parti Socialiste en l'occurrence, face au problème du trop social dont parle en ce moment le gouvernement Macron. Mais alors, qu'est-ce que c'est le trop social ? J'ai vu que Gérard Darmanin disait qu'il y a trop d'aide sociale, sans qu'il soit capable d'expliquer d'ailleurs quelle était l'aide sociale qu'il comptait supprimer. Mais encore une fois, on essaie toujours, je vous disais tout à l'heure, il y a un matraquage de la part du mouvement En Marche et du gouvernement consistant à remettre en cause systématiquement les filets de sécurité, les protections qui sont aujourd'hui au cœur de notre modèle social. Donc, j'ai vu que Castaner essayait de rééquilibrer un peu les propos de Darmanin parce qu'il se rend bien compte que ça pose problème, mais moi j'attends du gouvernement qu'il nous explique quelle aide sociale il veut supprimer, parce que jusqu'à preuve du contraire, elles ont toujours été utiles. Et même quand on regarde le RSA, parce que je sais que c'est quand même évoqué, il y a beaucoup de gens qui devraient pouvoir toucher le RSA, qui n'en font pas la demande. C'est plutôt ce genre de réforme qui m'intéresse, que tous ceux qui ont besoin d'aide sociale puissent en bénéficier. Et certainement pas de couper dans ce qui relève quand même de la solidarité nationale. C'est très important. D'accord. Sur Twitter, alors autre sujet, vous avez réagi aux sanctions de Donald Trump envers l'Union européenne sur l'acier et l'aluminium. Que pensez-vous que l'Union européenne puisse faire sur ce sujet-là ? Il faut que l'Union européenne se fasse respecter et qu'elle montre qu'elle est capable de se défendre.
Donald Trump prend une décision qui est totalement incompréhensible, qui est en plus unilatérale. J'ajoute qu'il n'y a pas que l'acier et l'aluminium, il y a aussi la punition des entreprises européennes si par hasard elles avaient l'outrecuidance d'aller en Iran, ce qui était pourtant prévu suite à l'accord que l'Europe elle-même a négocié avec l'Iran. Si l'Europe n'est pas capable de se défendre, c'est-à-dire par exemple de rendre coup pour coup, qu'elle est déjà en train de faire, c'est-à-dire on augmente nous aussi les droits de douane sur un certain nombre de produits américains. Il faut faire comprendre aux États-Unis, d'abord, que l'Europe n'est pas le problème, parce que si on prend la situation de l'acier, c'est pas l'Europe, le problème c'est la Chine. La surcapacité mondiale, ça vient de l'acier chinois. Donc ils se trompent d'adversaire, en l'occurrence, et puis surtout, on ne peut pas négocier avec un flingue sur la tempe. Or c'est ça qu'il essaye de faire. Alors je sais bien qu'il a écrit un livre qui s'appelle The Heart of Deal, qui explique que pour bien négocier, il faut écrabouiller ses partenaires, et puis comme ça après ils vont céder. L'Union européenne est suffisamment forte et suffisamment puissante et c'est un marché suffisamment compétitif pour pouvoir dire à un moment aux États-Unis, ça suffit. Soit on se remet à la table de négociation et on parle sérieusement, soit face aux menaces, il faut répliquer. D'accord. Je cite Serge Clémenceau, qui est un internaute sur le Facebook. Clémenceau, qui nous dit l'objectif. Un joli patronyme. On demande de gros efforts aux Français d'en bas. Ce qui est regrettable, c'est de ne rien demander aux plus favorisés de notre société. Est-ce que pour vous, on ne le fait pas assez aujourd'hui ou est-ce que c'est une vraie question? Est-ce qu'on devrait demander encore davantage? Le péché originel de M. Macron et de son gouvernement, c'est que la première mesure qu'ils ont prise, c'est précisément d'alléger la fiscalité sur les plus aisés et sur les privilégiés. D'ailleurs, ça le poursuit, parce que tout ce qu'il peut faire après, guerre sociale pour autant, n'empêche pas que la première impression des gens, c'est toujours pour ceux d'en haut et rarement pour ceux d'en bas. C'est le ressenti. Oui, c'est la réforme de l'ISF, c'est aussi ce qu'on appelle la flat tax sur les revenus financiers. Ça, les gens s'en souviennent. Et quand... je suppose que c'est le cas pour vous aussi, dans n'importe quel dîner de famille ou dans n'importe quelle rencontre, vous avez un retraité qui vient de se faire augmenter la CSG parfois massivement. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est oui, pendant ce temps-là, les très riches, eux, ils ont le droit à des exonérations d'impôts. Voilà. Cette inégalité originelle, elle va poursuivre Macron jusqu'au bout. Un autre sujet, Apple annonce vouloir lui protéger ses utilisateurs des dérives des nouvelles technologies et le promeneur nous dit que c'est un beau marketing mais c'est pour faire oublier ses propres scandales. Est-ce que selon vous c'est réellement à ces sociétés d'agir les unes contre les autres? On voit qu'Apple et Facebook se sont mis en concurrence ou est-ce qu'il faudrait l'intervention d'une autorité supérieure, peut-être européenne ou évidemment, Voilà. Mais d'ailleurs ça commence à se faire. Au Parlement européen, on a voté un règlement là, qui permet un certain nombre d'avancées sur la protection des données. Plus largement, on réfléchit, et c'est totalement normal, à une taxation qui soit digne de compte des GAFA, parce que le problème, non seulement c'est qu'il y a un empiètement sur la vie privée qui est très préoccupant, mais ce sont aussi toutes ces entreprises dont vous parlez, y compris Apple, des entreprises qui ne payent pas leurs impôts, qui ne payent quasiment pas d'impôts, qui planquent. Google, par exemple, planque tranquillement 200 milliards de dollars dans une île, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est les Bermudes, qui n'est pas assujettie à l'impôt. Apple, Amazon, Facebook ne respectent en rien la fiscalité des entreprises en Europe. Ça, c'est aussi un problème. Et pour vous, il faudrait peut-être aussi, pour la question de la sécurité des informations récoltées, aller encore plus loin? Évidemment. Ouais. Alors, techniquement, c'est très compliqué quand on en parle avec des professionnels, mais il faut aller toujours plus loin. Parce que les explications de Zuckerberg, le PDG de Facebook, n'étaient pas satisfaisantes. Quant à Apple, franchement, venant d'eux, je ne crois pas que ce soit des exemples de vertu et d'intégrité dans ce domaine. Merci beaucoup, Emmanuel Morel, d'avoir été avec nous. Merci, Jérémy. Et bonne journée Rendez-vous aux internautes qui nous regardent demain à midi sur lefigaro.fr pour une nouvelle émission du Talk.